Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau frame by frame. Et oui, ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir enfin trouver l'énergie, trouver le temps pour pouvoir vous enregistrer ces quelques épisodes de frame by frame. Je vais essayer de faire en sorte qu'il en sorte un par semaine. Parce que c'est aussi un défi pour moi de me dire, allez, essaye d'être un peu plus rigoureux dans ta critique de film, dans ta façon de faire des films aussi en même temps, parce qu'en fait, en faisant des critiques, ça te permet de te poser toi-même des questions derrière sur les films, sur les courts-métrages, les publicités, etc. que je tourne. Et donc, c'est un moyen pour moi de me rafraîchir un peu, de me donner un nouvel obstacle. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous poser sur le film de Pinocchio, de Guillermo del Toro, sorti il y a 2 ans de cela sur la plateforme Netflix. C'est vraiment Netflix, c'est assez bizarre parce que en même temps ils vont vous sortir des films, des séries que tu as l'impression vraiment que ça a été fait à la volée en mode allez t'as un scénario, vas-y tourne-le, on te donne 15 millions et hop vas-y tourne-le, mais il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière. Et derrière on a aussi d'autres films, d'autres séries où en fait il y a une telle esthétique, une telle réflexion autour de l'image, autour du scénario, autour des personnages qu'en fait on se dit waouh, cette plateforme elle réunit un peu tout. Et du coup avec Pinocchio, c'est l'un de ces films qu'a produit Netflix qui sort du lot. Et ce qui est impressionnant, c'est que du coup, Guillermo del Toro, en ayant cette opportunité de finir son film et de le montrer à tout le monde, il s'est vraiment associé avec Netflix, en sachant que depuis, il a sorti Le Cabinet des Curiosités, une série de 8 épisodes. Il vient de sortir il y a un mois Frankenstein, qui est vraiment une belle réussite dont je vous en parlerai dans une autre critique. Et je pense qu'il va sortir pas mal de choses sur Netflix maintenant que voilà, il s'est associé avec eux et qu'il se dit il a une liberté totale artistique de faire ce qu'il a envie sur cette plateforme. Alors Guillermo del Toro est pour moi un réalisateur très spécial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, aux films, tout ça, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai découvert par hasard la musique du Labyrinthe de Pan. Musique composée par Javier Navarrete qui en fait m'a tout de suite plu. Pourquoi ? Parce que c'était une musique un peu comme Pirates des Caraïbes, très poétique, très conte, très fable. Et c'est ce qui m'a tout de suite accroché. Derrière, ayant découvert la musique, je me suis dit tiens, je vais regarder le film aussi, parce que si la musique est aussi bonne, il faut que je regarde le film. Et ce qui m'a frappé vraiment dans le cinéma de Guillermo del Toro, c'est que il n'a pas envie de faire de l'horreur pour de l'horreur, il n'a pas envie de montrer des créatures juste parce qu'elles sont terrifiantes. Non, il a envie à travers ses contes, à travers ses films et à travers cette horreur qu'il utilise, montrer toute l'horreur que l'homme est capable. Et qu'en fait, un monstre, quand il tue un être humain ou quand il tue quelque chose, en fait, tu peux pas lui en vouloir, parce que c'est un monstre. Un monstre, il va se nourrir. Par contre, ce que critique énormément Guillermo del Toro dans ses films, et pas que le Labyrinthe de Pan, mais dans beaucoup d'autres films qu'il fait, c'est justement toute l'horreur dont est capable l'homme gratuitement. Ça veut dire en fait la cruauté, c'est-à-dire la violence que l'homme est capable de faire envers autrui sans aucune raison. Et c'est là la force de ces films, c'est là que vraiment ces créatures sortent de l'ordinaire, c'est que justement, une créature est une créature, l'homme, il est violent, l'homme est cruel, parce qu'il choisit de l'être. Et donc c'est ça qui m'a vraiment touché dans le cinéma de Guillermo del Toro, c'est que, il parle de l'homme, il parle de l'humain comme peu de réalisateurs réussissent à faire. Mais revenons maintenant à Pinocchio, qui est en fait une réussite totale d'un point de vue technique déjà, parce qu'en fait, quand on regarde le film, il n'y a quasiment aucun plan qui est statique. Souvent en stop motion, dans les anciens films, on va voir des poupées qui vont être bougées petit à petit, etc. Mais les plans vont être très statiques, parce que qu'est-ce qui est compliqué à faire en stop motion ? C'est dès qu'un personnage bouge dans l'espace, mais aussi quand un personnage bouge dans l'espace et que cet espace bouge aussi. Parce qu'en fait, si la caméra elle bouge, l'espace doit bouger aussi. Donc ça veut dire qu'il y a toute cette idée de motion blur, il y a toute cette idée de mouvement qui est en fait hyper compliqué à faire, surtout dans un film qui dure plus de 2 heures, en stop motion, où en fait chaque plan est en mouvement. Ça veut dire que chaque plan, il faut réfléchir à ce qui se passe derrière, à ce qui se passe devant, et à ce qui se passe avec le personnage qui est en train de marcher, qui est en train de courir, qui est en train de faire quelque chose. Il a réussi à le faire, Guillermo del Toro, un film qui n'arrête pas de bouger en stop motion. Et ça, c'est incroyable. Mais en plus du point de vue technique qui est absolument incroyable avec des
effets numériques, parce que oui, même si c'est en stop motion, faut pas s'imaginer que tout est en 2D, que tout a été façonné à la main. Il y a énormément de décors en arrière-plan, etc., qui sont faits en fond vert et qui sont faits en fait en effets spéciaux. Mais ça, c'est comme beaucoup de films comme Kubo et The Two String, etc. T'as beaucoup de films en stop motion aujourd'hui qui en fait utilisent un ensemble de CGI et un ensemble d'effets visuels pratiques, etc. pour pouvoir justement faire en sorte que le spectateur soit immergé dans ce monde. L'autre chose en fait qui m'a vraiment sidéré dans ce film, à la fois Guillermo del Toro raconte une fable, à la fois il raconte un conte qui est très connu de tout le monde, Pinocchio, etc. Mais en même temps, comme avec le labyrinthe de Pan, il retranspose en fait cette histoire dans une époque de dictature sous l'Italie, de Mussolini et tout ça. C'est hyper intéressant parce que du coup l'histoire qui se passe avec Pinocchio, qui est en fait ce petit garçon de bois qui essaie de trouver la vie, qui essaie de trouver en fait un sens à sa vie, il est confronté à un monde qui lui-même est confronté à une idéologie complètement barbare, etc. Et donc du coup en fait on est dans un récit qui raconte plusieurs choses simultanément. Il y a l'histoire du Pinocchio, il y a l'histoire de son grand-père, mais il y a aussi l'histoire de ce petit garçon qu'il rencontre, qui est obligé de faire des camps d'entraînement militaire, etc., alors que c'est un enfant. Il y a aussi toute cette idée de dictature, de propagande, qui en fait, les affiches petit à petit dans le village, on voit, elles sont remplacées petit à petit par la propagande italienne, tout ça. Et donc en fait, on a vraiment, comme dans le film, c'est assez drôle, comme dans le film qui a plusieurs plans, c'est-à-dire il y a le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, et ben en fait, même dans la narration, et ben il y a ça aussi. Il y a plusieurs narrations qui se passent simultanément dans le film. Et c'est hyper intéressant et touchant et profond. Et c'est ça qui est fort avec ces films de Guillermo del Toro, c'est qu'en fait, il réussit vraiment à faire passer des messages qu'en fait, j'aurais jamais pensé qu'il aurait pu les faire passer. À travers sa cinématographie, à travers ses plans, à travers sa narration, ses personnages, il arrive à raconter ses histoires. Alors maintenant, je vais vous parler un peu des scènes qui m'ont marqué, mais surtout à travers les images. Comme vous le savez, cette série se concentre un peu sur l'aspect technique, sur l'aspect un peu plus image, etc. des films, plutôt que de parler juste de critiques émotives de ces films. Et pour moi, l'une des scènes les plus belles et les plus marquantes, c'est ce plan d'intro et ce plan de fin. Parce qu'en fait, le plan d'intro est un plan sur ce cône de pain, et qui tombe et qui est ramassé par le père de Pinocchio, mais aussi par ce père qui va perdre son fils à cause de la guerre. Et du coup, il y a toute cette idée de renouveau à travers cette pomme de pain. Parce que Pinocchio, il est fait de quoi? Il est fait de pain, il est fait de bois. Et du coup, en fait, cette idée que le cône de pain est à la fois la cause de la mort du fils du père de Pinocchio, le fils biologique, le fils humain du père de Pinocchio, et qu'il soit aussi à la fois le matériau qui va permettre de construire son nouveau fils. On a justement cette idée de cycle. Et la nature, c'est toujours un cycle, c'est-à-dire il y a la vie, puis il y a la mort, puis il y a la vie à nouveau, etc. C'est comme The Circle of Life avec le Roi Lion qui en parle très bien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce cycle de renouveau et d'un éternel recommencement. Et ce n'est pas qu'un éternel recommencement pour la vie, mais c'est aussi un éternel recommencement, je pense, d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal. En fait, dans la critique de l'Italie de l'époque, Guillermo del Toro essaye certainement aussi de critiquer l'éternel cycle de la barbarie, de la violence de l'homme. Aujourd'hui, on le voit bien dans le monde dans lequel on est, c'est qu'en fait, on avait l'impression, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on aurait enfin un répit, enfin un monde en paix, tout ça, etc. Et on voit depuis 20-30 ans qu'en fait, que ce répit, en fait, il y a une haine, il y a une violence, il y a une barbarie qui est en train de revenir dans le monde, et qui refait surface. Et du coup, ce film qui parle justement de ce cône qui est au début et à la fin du film, et qui parle de ce cycle, il parle, ok, de Pinocchio, il parle aussi de Geppetto, mais aussi du monde dans lequel on est. Et en parlant de la mort du fils de Geppetto, il y a cette scène absolument magnifique où on voit tous ces plans d'église avec le soleil qui se couche, avec le vent, enfin, la scène est iconique. Pour moi, elle est magnifique. Déjà d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue mise en scène. Autre chose qui m'a beaucoup frappé dans le film, c'est le fait que Geppetto, et surtout tout le message en fait du film, est très très différent de ce que Disney a fait dans l'ancien film, mais aussi ce que Disney a fait dans le remake en live action, qui est absolument une horreur absolue, je trouve, d'un point de vue effets spéciaux, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue jeu. Je trouve que le film est un échec total.
le message ne passe pas. Et en fait, ce qui me frappe le plus, c'est qu'en fait, le personnage de Geppetto, dans ce film, est accablé, il est détruit par la mort de son fils. Tellement détruit qu'il est bourré, qu'il en devient violent, qu'il n'accepte pas ce nouveau petit enfant, Pinocchio, en bois. You're not my son! Et c'est là la force d'une adaptation, c'est que justement Guillermo del Toro n'a pas juste pris le roman d'origine, il l'a changé de telle façon à ce que ça soit encore plus impactant dans l'époque dans laquelle il se passe, c'est-à-dire à l'époque de Mussolini, et il est même contraint d'accepter ce nouveau fils par le régime de Mussolini, de l'envoyer à l'école, etc., alors qu'il ne veut pas l'accepter chez lui. Et à travers ce personnage qui du coup n'est pas juste tout blanc ou tout noir, ou juste très heureux d'avoir ce nouveau fils Pinocchio, etc., non, on a un être humain complexe qui va apprendre à travers tout le film à aimer, à accepter ce nouveau fils, et qui à travers ses blessures va retrouver le bonheur en s'occupant de son fils. D'ailleurs, ce fils, c'est Pinocchio. Lui aussi, ce personnage, il change beaucoup par rapport au film d'origine et par rapport au livre d'origine. Parce que je trouve que là, dans ce film, il apprend beaucoup plus de ses erreurs, il apprend beaucoup plus de son expérience. On a surtout tout ce dialogue, en fait, entre Pinocchio et la mort. Et c'est absolument fou de se dire que là, il y a un dialogue qui se fait entre Pinocchio et la mort, qui en fait lui dit que tu as qu'une seule solution pour pouvoir être un petit enfant, tu dois faire ça, ça et ça, tu dois arrêter de mentir, tout ça. On a surtout cette omniprésence de la fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire à la mort de Pinocchio, à part à travers l'amour d'un père qui ne veut plus aimer, qui ne veut plus vivre, mais qui accepte et qui construit une nouvelle relation avec ce nouvel enfant. Parce que cet enfant, contrairement à l'autre film, ne remplace pas l'ancien. C'est un nouvel enfant. C'est pas le même enfant. Et Pinocchio, il essaye tout le film d'être le fils comme s'il était le fils d'avant, mais en fait, il ne l'est pas. Il est un autre personnage, il a une autre personnalité, il a une autre façon de vivre, de réagir. Et c'est ça qui est très très beau, c'est que ça mène un contenu bien plus dense, bien plus réfléchi, qui en fait est une interrogation constante sur ce qui se passe en arrière-plan de l'œuvre que Guillermo del Toro a fait. En parlant tout à l'heure des expériences que Pinocchio doit traverser, on a par exemple cette expérience qu'il a avec l'homme qui l'embauche, qui devient un peu le méchant de l'histoire. Puis après, il a son expérience aussi avec cet autre enfant qu'en fait, il n'aimait pas, mais qu'au final, ils apprennent à se côtoyer et à s'entraider dans le camp militaire. Et puis on a aussi tout le passage dans le monde des morts, etc. Et en fait, on a plein de rituels de Pinocchio à travers des scènes et des expériences qu'il mène, qui vont l'amener à la fin du film, c'est-à-dire à son sacrifice pour son père. Pinocchio n'est pas comme dans le film Disney ou dans le livre d'origine, il veut pas devenir au final un véritable petit garçon. Il veut sauver la vie de son père, qui n'a plus aucun sens à sa vie. Et à la fin du film, ce qui est très fort, c'est que justement, Pinocchio ne devient pas un vrai garçon, il reste un garçon de bois, qui va vivre entièrement l'expérience de la mort de son père, parce que du coup, il ne peut pas mourir. Il va pouvoir expérimenter tout ce qu'une vie apporte comme bonheur, mais aussi comme regret. En conclusion, j'aimerais dire que ce film est un petit bijou d'animation. C'est un véritable chef-d'œuvre scénaristique, je dirais. Car comme dans son labyrinthe de Pan, ici Guillermo del Toro raconte un conte, une fable ancrée dans la réalité, dans une époque bien précise, et qui à travers en fait ses personnages et ses aventures, ses mésaventures même, je dirais, fait une critique du monde dans lequel on était à l'époque du Mussolini, mais aussi une critique un peu du monde dans lequel on est aujourd'hui, où les extrémismes, où la dictature, etc. sont en train de refaire surface dans pas mal de pays et pas mal d'endroits du monde, et qu'en fait, toutes ces choses-là, eh ben, on peut les combattre à notre hauteur. Chaque personne, chaque famille peut combattre eh ben, justement cet extrémisme, cette violence, ce barbarisme, à travers son histoire à lui. Et c'est là la force de Pinocchio et de Geppetto, etc. C'est qu'en fait, ces personnages, à travers la petite histoire, réussissent à faire face à la grande histoire. Ici, on a une histoire touchante, on a une histoire intime, on a une histoire qui parle de deuil, d'acceptation de l'autre, mais surtout du travail qu'on a tous à faire
après la mort de quelqu'un, évidemment, pour pouvoir après renaître de ses cendres, un peu comme cette idée du cône qui tombe et qui est transformé, et qui après, un jour, va revenir à la terre, et de cette terre va pousser un nouvel arbre, et de cet arbre va avoir un nouveau cône de pin. Merci d'avoir regardé ma petite critique de Pinocchio de Guillermo del Toro. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Merci et bonne soirée.